On savait qu'il allait de plus en plus mal. Puis on nous a annoncé qu'il était mort. Mon mari m'a dit « Tu dois prévenir tout le monde ». Et je me suis retrouvée à appeler la planète entière. On me demandait « Vous l'avez dit au président américain ? Vous avez prévenu Madame Thatcher ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'énorme impact qu'il avait eu sur le monde. Après tout, on n'appelle pas le président des États-Unis au beau milieu de la nuit pour lui annoncer la mort de n'importe qui. Friedrich Hayek était un génie de l'économie. Pour de nombreux hommes et femmes qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons, c'est une source d'inspiration. De temps en temps, Margaret Thatcher fouillait dans son sac et en ressortait un petit morceau de papier avec une citation dessus. Et parfois, il s'agissait d'une citation de Hayek. Pendant plusieurs générations, les dirigeants occidentaux n'ont juré que par une idée économique unique, le marché libre. Après la crise financière, cette doctrine a été mise à mal et notre foi est ébranlée comme jamais auparavant. Mais ce chaos a permis à un grand visionnaire de renaître de ses cendres. Les théories de Friedrich Hayek n'ont peut-être jamais semblé plus d'actualité. Nous sommes à un tournant de l'histoire où les idées de Hayek méritent vraiment d'être écoutées. De tous les grands penseurs du libéralisme économique, Hayek est de loin le plus radical. Il pensait que le marché devait être plus libre qu'aucun gouvernement ne l'avait jamais permis. Selon lui, les politiciens doivent arrêter d'essayer de contrôler les fluctuations du marché et laisser les choses suivre leur cours. C'est sans nul doute un grand penseur, même si ses théories sont très sujettes à de nombreuses controverses. Dans notre saga sur les théoriciens de l'économie, vous allez découvrir la vie et les théories révolutionnaires de trois hommes extraordinaires, John Maynard Keynes, Karl Marx et Friedrich Hayek. Tous ont vu le monde changer de façon spectaculaire et devenir de plus en plus complexe et interconnecté. Le destin de la planète tout entière repose maintenant sur le pouvoir de l'argent. Et ces trois hommes ont des idées très différentes sur la façon de procéder. Même en pleine crise économique, Hayek préconise au gouvernement de rester en retrait et de ne rien faire. Intervenir ne ferait qu'aggraver les choses. Personne n'a envie d'entendre ça. Mais aujourd'hui, puisque nous avons épuisé toutes les méthodes habituelles pour faire repartir l'économie, peut-être est-il enfin temps de suivre les conseils de Hayek. Le monde est encore sous le choc de la crise financière de 2008. La peur est palpable ici. Le Dow Jones a connu ses 5 pires journées en 5 ans. Jusqu'à cette crise, les dirigeants occidentaux pensaient que le libre marché était le meilleur moyen de créer de la richesse. Mais dans leur version de l'économie de marché, inspirée par des penseurs tels que Milton Friedman, ils pensent que si les choses tournent mal, ils peuvent intervenir et ajuster le système pour que tout rentre dans l'ordre. Aujourd'hui, les disciples de l'économiste autrichien Friedrich Hayek estiment que c'est cette arrogance qui nous a mis dans le pétrin et que si nous voulons en sortir, nous devons enfin nous en remettre à la seule théorie qui vaille. Afin de comprendre comment les gouvernements et non les marchés ont provoqué la crise, nous devons remonter aux années qui l'ont précédée. Les États-Unis ont réduit leur taux d'intérêt. On s'y attendait, mais le timing est quelque peu surprenant. Janvier 2001. La Réserve fédérale des États-Unis réduit les taux d'intérêt afin de relancer la croissance. Ces motivations sont les mêmes que toutes les banques centrales dans la même situation. Permettre aux entreprises et aux ménages d'emprunter plus facilement et de chercher des investissements rentables. Comme vous pouvez l'imaginer, le président est ravi. C'est le genre de mesure que les chefs d'État attendent de la part des banques centrales en période de difficultés économiques. I think the cut was needed. It was a strong statement that measures must be taken to make sure our economy does not go into a tailspin. S'il avait été en vie, Friedrich Hayek aurait considéré que la décision de la Réserve fédérale des États-Unis de baisser les taux d'intérêt, loin d'éviter les problèmes, a semé les graines de la crise financière actuelle.
Hayek croyait que presque toutes les interventions du gouvernement dans l'économie, du sauvetage des entreprises en difficulté à la régulation des tarifs douaniers en passant par la manipulation des taux d'intérêt, étaient vouées au désastre. Après 2001, la Réserve fédérale des États-Unis continue à faire baisser les taux d'intérêt du pays, nourrissant ainsi un boom immobilier qui a fini par devenir hors de contrôle. Début 2007, la bulle immobilière américaine éclate, marquant le début de la crise financière mondiale, comme Hayek l'aurait prédit. Beaucoup pensent que personne n'aurait pu prévoir ces événements et que nous n'aurions rien pu faire pour les empêcher. C'est totalement faux. Ce qui se passe en ce moment, des hommes comme Hayek, eux, l'avaient prédit. À première vue, la théorie d'Hayek sur la crise n'a rien de révolutionnaire. Vous n'êtes pas dupe. Pour vous, l'argument selon lequel la Fed aurait en partie provoqué la crise en fixant des taux d'intérêt trop bas, poussant tout le monde à trop emprunter, c'est du déjà-vu. Mais Hayek va plus loin. La Fed n'a pas seulement fait une erreur de calcul en fixant les taux d'intérêt, mais surtout la fixation des taux d'intérêt ne devrait absolument pas être de sa compétence. C'est ce rejet radical du rôle de l'État dans la régulation du marché qui différencie Hayek des autres penseurs du libéralisme économique. Il pensait que si les gouvernements laissaient le marché se réguler tout seul, ce dernier ne s'en porterait que mieux. Ce n'est pas Greenspan qui a demandé à la Fed de baisser les taux d'intérêt à 1%. C'est le gouvernement. C'est du contrôle des prix. Le gouvernement américain fixe les taux d'intérêt de la même façon que l'Union soviétique fixait le prix du pain et de l'essence. C'est au marché de réguler les taux d'intérêt, pas au gouvernement. Et si ça avait été le cas, ces derniers auraient été bien plus élevés et nous n'aurions pas eu tous ces problèmes. Friedrich Hayek est né à Vienne en 1899. C'est dans son enfance que naît sa foi inébranlable en un marché libre et débridé. À l'époque, la capitale autrichienne fourmillait d'intellectuels, tels que Freud et Wittgenstein, dont beaucoup devinrent amis avec Hayek. Peu de gens ont vu ses photos de famille. Avec l'âge, grandit en lui le besoin de trouver un sens au monde moderne qui se dessine autour de lui. À 13 ou 14 ans, j'ai commencé à harceler tous les prêtres que je connaissais pour qu'ils m'expliquent ce qu'ils entendaient par Dieu. Aucun d'entre eux n'a su me répondre. Pour moi, c'en était fini de tout ça. Hayek grandit dans une famille de scientifiques. Comme beaucoup d'autres intellectuels de Vienne à cette époque, ils se plaisent à penser qu'ils sont engagés dans une grande quête pour percer les mystères de l'univers. Depuis le siècle des Lumières, la science a permis de résoudre bien des énigmes, notamment sur les origines de la vie elle-même. En grandissant, Hayek est attiré par ce qu'il considère comme la dernière frontière de la connaissance, les mystérieux rouages de l'économie dans toute sa puissance et sa complexité. Il croit déceler une nouvelle science de l'économie dans la théorie de l'évolution de Darwin. La physique, qui permet d'établir des prévisions précises en termes d'éclipses et de mouvements planétaires, n'est pas un bon modèle pour comprendre le fonctionnement des phénomènes sociaux. C'est la raison principale pour laquelle Hayek s'est tourné vers la théorie de l'évolution. Il voulait démontrer que science n'est pas forcément synonyme de prévision précise, de contrôle, contrairement à ce qu'affirment beaucoup de ses détracteurs. Si nous étions une science, nous pourrions modeler la société comme un ingénieur bâtit un pont. C'est également la théorie de l'évolution de Darwin qui est à la base des théories d'Hayek sur le capitalisme. Selon lui, le marché global a évolué au fil de l'histoire de l'humanité, pour finalement devenir une sorte de merveille de la nature, permettant à la civilisation d'avancer. Hayek voit le marché comme un système de télécommunications traitant des milliards d'informations sur nos besoins, nos désirs, et les ressources dont nous avons besoin pour les assouvir. Tout cela nous est transmis au travers de prix, dont les fluctuations conditionnent nos actions. Pour Hayek, c'est tout simplement merveilleux. Et selon lui, plus le marché est libre, mieux il fonctionne. La plupart du temps,
C'est notre désir de contrôle qui se retourne contre nous. Hayek pense que l'intervention de l'État pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché en transmettant des signaux biaisés aux acheteurs et aux vendeurs, et estime que le contrôle de la masse monétaire par le gouvernement pourrait avoir des conséquences désastreuses. Inflation galopante, chômage, dette incontrôlable. Après la Première Guerre mondiale, Hayek constate les ravages que peut entraîner le contrôle abusif du gouvernement sur l'économie. Même les familles les plus fortunées de Vienne peinent à se nourrir. Et personne ne comprend pourquoi. Après la guerre, le gouvernement autrichien se retrouve avec d'énormes dettes et de faibles recettes fiscales. Il demande donc à la Banque nationale d'imprimer l'argent dont il a besoin en échange d'obligations ou de billets à ordre. Ce qu'ignorent encore les hommes aux commandes des planches à billets et leurs dirigeants politiques, c'est qu'ils ne sont pas uniquement en train de créer de l'argent, mais également de l'inflation. La masse monétaire du pays augmente. Les gens ont donc plus d'argent à dépenser. Mais la quantité de biens en circulation, elle, reste plus ou moins inchangée. Résultat, les prix flambent et l'inflation s'installe. En fait, la situation se détériore à tel point que le taux d'inflation du pays atteint les 10 000%. Le patrimoine financier du pays part en fumée. Ceux qui avaient un emploi continuent à travailler, mais ne peuvent plus se permettre d'avoir des domestiques. Tous ces gens se retrouvent donc sans emploi du jour au lendemain. Avec une économie en piteux état, la Banque centrale autrichienne tente de combattre le feu par le feu. En été 1922, les prix doublent chaque mois. Pour tenter de suivre le rythme, les banquiers impriment les billets avec de plus en plus de zéros, afin de refléter ce qui se passe dans les magasins. À la fin, ce billet de 500 000 couronnes permettait à peine d'acheter un morceau de pain. Bien entendu, le fait d'injecter de plus en plus d'argent dans l'économie n'a fait qu'empirer les choses. Et les responsables de cette crise, ce sont les politiciens autrichiens. Ils imprimaient des billets pour régler leurs dettes depuis le début de la Première Guerre. Et ne comprenaient pas que ça les mènerait tout droit vers l'inflation. C'est l'ignorance qui a causé cette crise. Après avoir vu son pays à genoux, Hayek conservera une peur presque viscérale de l'inflation pour le reste de sa vie. Une peur que la Banque centrale autrichienne ressent encore aujourd'hui. Ce qui se produit ensuite aux États-Unis l'amène à penser qu'il existe encore pire pour un gouvernement que l'ignorance, l'orgueil. Pour lui, cette époque tout entière montre bien le cataclysme que peut provoquer le gouvernement quand il tente d'utiliser le pouvoir de l'argent pour façonner l'économie. Dans les années 1920, les États-Unis enregistrent la plus grande croissance que le monde ait jamais connue. Les consommateurs ne savent plus où donner de la tête. Voitures, téléphones, tourne-disques, le cours des actions ne cesse d'augmenter. Les plus grands économistes américains pensent que le boom ne s'arrêtera jamais. Début 1929, en Autriche, Hayek est convaincu qu'il se trompe du tout au tout. Nommé directeur du récent Institut autrichien pour la recherche économique, ce travail consiste à comprendre pourquoi l'économie a toujours oscillé entre expansion et récession. Il appelle ça le modèle du 19e siècle, bien que ce phénomène soit loin d'appartenir uniquement au passé. L'Institut est basé dans la Chambre de commerce de Vienne. Là, Hayek développe sa nouvelle théorie sur les cycles expansion-récession ainsi qu'une toute nouvelle vision du marché. Beaucoup pensent que la crise est une sorte de catastrophe naturelle imprévisible, capable de détruire une économie sans crier gare. Pour Hayek, c'est au cours de l'expansion que seraient semées les graines de la récession. Le monde étant devenu incroyablement interconnecté, Hayek se base sur le boom américain pour tenter de déterminer le futur de l'économie autrichienne. Chaque mois,
il rédige un rapport sur l'état de l'économie européenne. En 1929, il prédit la fin du boom des marchés américains. Et il a raison. En octobre 1929, Wall Street s'effondre et les années folles laissent place à la tourmente. Pour établir sa prédiction, Hayek n'a eu qu'à observer ce qui se passait à la nouvelle Banque centrale américaine. La Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, a été fondée en 1913 afin de stabiliser les banques privées du pays, réputées instables, en leur proposant une source de crédit fiable. La grande idée d'Hayek, c'est que c'est le coût d'emprunt, donc le taux d'intérêt fixé par des banques centrales comme la Réserve fédérale de New York, qui a conduit à un boom insoutenable et causé l'inéluctable dépression. Dans les années 1920, le gouverneur de la Fed a une idée révolutionnaire. Benjamin Strong pense pouvoir se servir du pouvoir de la Banque centrale sur les taux d'intérêt pour influencer le cours de l'économie. À bien des égards, cette idée marque le début de la politique monétaire moderne. Strong commence par acheter de la dette publique sur les marchés, ce qui a pour effet d'augmenter la masse monétaire du pays. Mais contrairement aux malheureux banquiers autrichiens, Strong a une stratégie. Là, la Fed n'achète pas de bons du Trésor pour rembourser ses dettes, mais pour injecter de l'argent sur le marché et maintenir les taux d'intérêt à des niveaux très bas, afin d'encourager les particuliers, les ménages et les entreprises à emprunter aux banques. Et cela fonctionne. Steel up, utilities up, motors up, radio way up, everything up, up, up. L'intervention de Strong a vraiment ouvert la voie au système financier actuel. Grâce à tous les crédits qu'il crée, le cours des actions ne cesse d'augmenter. Les taux d'intérêt sont si bas que beaucoup empruntent pour acheter des actions. D'autres investissent massivement dans l'immobilier. La Fed espère que son intervention va permettre de pérenniser le boom. Mais Hayek pense que la politique de Strong va inévitablement mener à la crise. Pour lui, le faible coût d'emprunt envoie de mauvais signaux aux investisseurs. En effet, le bas niveau des taux d'intérêt laisse croire que le pays épargne davantage, que les banques débordent d'argent qui n'attend qu'à être prêté, puis investi. C'est faux. Don't sell America short. Why, man, we've scarcely started. Quand la Réserve fédérale détecte les premiers signes d'avertissement, il est déjà trop tard. Over $14 billion go with them, and so goes the confidence of a nation. Wall Street lays the money. La crise a éclaté quand les taux d'intérêt ont augmenté et quand les investisseurs ont commencé à réaliser que les banques n'avaient pas assez d'argent pour faire face à leurs engagements. The jazz age is over. All over. Pour Hayek, la leçon est sans équivoque. En nourrissant le boom avec un faible coût d'emprunt, la Fed a contribué au krach de Wall Street et à la Grande Dépression. La crise financière actuelle a de grandes similitudes avec celle de 1929. Dans les deux cas, la décennie précédant la dépression a été marquée par de faibles taux de crédit, qui ont alimenté un boom immobilier qui n'était pas vraiment viable à long terme. Les ordinateurs des banques centrales actuelles sont capables de générer des modèles économiques inimaginables pour Benjamin Strong. Mais les disciples d'Hayek affirment que la Fed n'a rien retenu des erreurs commises dans les années 20. Début 2000, elle recommence à maintenir des taux d'intérêt à un niveau trop bas pendant trop longtemps. Mais la question fait toujours débat. Le rôle du président de la Fed est de faire en sorte que, quoi qu'il arrive, la Fed continue à battre son plein. Pas de couper la musique, même si en réalité, c'est à ça que son travail devrait consister. La Fed devrait être indépendante, mais ce n'est pas le cas. Elle agit de concert avec le gouvernement afin d'essayer de maintenir une prospérité illusoire. Les taux d'intérêt étaient très faibles, notamment parce que les pays excédentaires, comme la Chine, pour ne citer qu'elle, avaient beaucoup d'argent qu'ils étaient tout à fait disposés à prêter à taux bas. Dans ces conditions, comment les Américains auraient-ils pu imposer des taux plus élevés ?
Si c'est uniquement la faute de la Fed, alors pourquoi est-il arrivé exactement la même chose en Europe, même si elle avait effectivement fait une erreur en fixant les taux d'intérêt? Ce n'est pas ça qui aurait causé la crise. Les responsables, ce sont les marchés déréglementés, ces cow-boys de la finance. Le krach de 1929 a des répercussions dans le monde entier. Crise bancaire, terrible dépression aux États-Unis et dans la plupart des pays européens. Hayek persiste à dire que c'est à cause des taux d'intérêt restés trop bas pendant le boom. Mais quelques années plus tard, un autre penseur du libre marché entre en jeu, Milton Friedman. Il tient un discours aux antipodes de celui d'Hayek. Pour lui, la Fed n'a pas injecté trop d'argent dans le système, mais au contraire, trop peu. Encore aujourd'hui, c'est cette version que retiennent la plupart des politiciens et économistes. Hayek se trompe sur toute la ligne. Ce ne sont pas de mauvaises spéculations dues au boom du crédit qui sont responsables de la Grande Dépression des années 1930 et de ses conséquences catastrophiques. Il s'agit d'un effondrement désastreux du secteur bancaire qui n'a rien à voir avec de soi-disant spéculations hasardeuses. Alors que la dépression s'installe, Hayek est invité à donner une série de conférences à la London School of Economics, la LSE. La LSE espère ainsi couper l'herbe sous le pied de sa grande rivale, Cambridge, dont la nouvelle théorie économique fait couler beaucoup d'encre. À l'origine de cette approche, John Maynard Keynes. Le conflit Keynes-Hayek est aussi pertinent aujourd'hui que dans les années 30. Il a même fait le buzz sur Internet. Lord Keynes, wow, it's such an honor. Indeed, sir. Please, just go right on through. Cette version surréaliste de leur bataille d'idées a été visionnée près de 2 millions de fois sur le net. Hayek? Oh, Hayek, like high explosives. L'adversaire d'Hayek, Keynes, joue dans la catégorie des poids lourds. On dirait que rien ne peut arrêter ce nouveau théoricien de l'économie. C'est un remake de David contre Goliath. Keynes avait deux cerveaux. On dit qu'il a causé plus de complexes d'infériorité justifiés que n'importe quel autre homme de sa génération. Hayek n'était pas connu. Il avait 16 ans de moins que Keynes. Ils se sont brouillés lors de leur première rencontre et ont continué à se disputer jusqu'à leur mort. Ce grand débat, né en 1931, a toujours cours aujourd'hui. Quand l'économie bat de l'aile, le gouvernement doit-il intervenir? Pour Keynes, c'est un oui catégorique. Hayek, de son côté, y est opposé. Pour une fois, c'est aussi simple que ça. Pour Keynes, c'était un problème moral. Lorsque des gens se retrouvaient sans emploi, il fallait tout faire pour leur redonner du travail. Hayek, lui, voyait les choses différemment. Selon lui, on n'en savait pas assez sur l'économie. Et par conséquent, jouer à l'apprenti sorcier entraînerait forcément des effets indésirables, encore pires que les problèmes que l'on essayait de régler au départ. Le combat acharné entre Hayek et Keynes incarne un clivage qui existe encore aujourd'hui. C'est l'un des plus grands débats de l'histoire de la pensée intellectuelle. Elle a inspiré les différences entre la droite et la gauche actuelle, entre ceux qui veulent intervenir dans l'économie et ceux qui préfèrent la laisser suivre son cours. C'est l'une des plus importantes batailles intellectuelles du XXe siècle. Et à l'époque, c'est Keynes qui l'emporte, et de loin. En 1933, alors que la dépression ne montre aucun signe d'amélioration, le président Roosevelt lance un gigantesque programme de dépenses publiques très keynésien. Pendant le New Deal, toutes sortes d'infrastructures se multiplient à travers les États-Unis. La plus connue d'entre elles est sans doute le barrage Hoover, en Arizona. C'est la première fois de l'histoire qu'un pays tente sérieusement de sortir de la crise. Mais Hayek pense tout de même qu'il s'agit d'une erreur. Selon lui,
l'économie a besoin d'une période d'assainissement pour se purger de tous les mauvais investissements réalisés pendant le boom et ne permettre qu'aux entreprises en bonne santé économique de subsister. Hayek considère le New Deal comme un placebo empêchant l'écosystème du marché de cicatriser naturellement. Plutôt que d'intervenir, le gouvernement devrait rester en retrait et laisser la récession faire son travail. Pour Hayek, le boom avait été causé par une mauvaise politique. Et la récession économique constituait le retour à la normale. Ça impliquait la liquidation de certains projets qui n'étaient pas viables sur le long terme. Mais au beau milieu de la pire crise que le capitalisme ait jamais connue, la pilule est un peu dure à avaler pour les politiciens. Hayek est ignoré. Retour au présent. Lorsque la crise éclate en 2008, les responsables politiques sont pris de court. Après la fermeture de la Lehman Brothers, l'une des plus célèbres banques d'investissement, le gouvernement américain se tourne immédiatement vers Keynes, afin d'essayer d'endiguer le problème. Et il ne fait pas les choses à moitié. Investissant des centaines de milliards de dollars pour soutenir les banques, les compagnies d'assurance et même les plus grands constructeurs automobiles du pays, et ainsi leur éviter la faillite. Apparemment, une grande purge de l'économie, comme l'aurait préconisé Hayek, n'est pas à l'ordre du jour. Le fait que nous ayons besoin d'une récession ne me réjouit pas, bien au contraire. Mais si le gouvernement n'avait pas interféré avec l'économie, nous n'aurions jamais connu cette croissance illusoire. En d'autres termes, si nous n'avions pas pris de drogue, nous n'aurions pas eu besoin de cures de désintoxication. Pendant cette période de 2008, dans le monde entier, les gens étaient terrifiés de voir la récession se transformer en dépression. Aujourd'hui, le monde est tellement interconnecté que ce genre de phénomène se propage facilement. C'est pour cette raison que dans de nombreux pays différents, on a décidé de tout faire pour y mettre un terme. Aujourd'hui, les banques centrales suivent une autre idée keynésienne. Maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas afin d'encourager les emprunts et ainsi stimuler l'activité économique. Mais pour l'Autrichien Hayek, cette politique n'a aucun sens, car l'intervention du gouvernement dans le marché est la porte ouverte à un désastre de plus grande envergure. Pensez-vous que la théorie d'Hayek sur la politique actuelle de la Fed est pertinente? Leur politique revient à essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Comment espèrent-ils mettre un terme au problème de la flambée du crédit en octroyant encore plus de crédit? Tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est recréer la même situation et se retrouver avec une nouvelle bulle, cette fois-ci du dollar et des obligations. Et Keynes se battaient pour savoir quelle était la meilleure façon de gérer le capitalisme. Mais au fil des années 30, Hayek décide d'aller encore plus loin et de se demander si le capitalisme est vraiment la meilleure manière d'organiser la société, ou si ce sont les nouvelles idéologies communistes et fascistes, avec leur économie centralisée planifiée, qui détiennent la réponse. Il est convaincu que tous se trompent. Hayek said, si les hommes ont du mal à comprendre comment gérer l'incertitude, c'est parce qu'ils ont du mal à comprendre comment gérer le monde, qui est trop complexe pour eux. Un système de marché transmet tellement d'informations qu'il donne l'impression que c'est faisable. La planification centralisée va ployer sous le poids de l'impossibilité de comprendre la complexité de l'économie. C'est l'idée la plus importante d'Hayek, et si les gens l'avaient écouté, ils ne se seraient jamais sentis aussi menacés par le communisme parce que la planification centralisée a croulé sous le poids de sa propre inconsistance. Hayek a compris les coûts économiques d'une planification centralisée. Mais la Seconde Guerre mondiale l'incite à se pencher sur les implications politiques. Bien entendu, il ne veut pas que les Alliés perdent. Mais quand il voit à quel point l'effort de guerre affecte l'économie, il est inquiet de voir ce qui adviendra s'ils gagnent. À quoi bon battre les nazis si c'est pour découvrir que notre liberté est désormais aux mains d'une armée de bureaucrates? Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, le gouvernement britannique prend le contrôle de l'économie et concentre sa puissance sur l'effort de guerre. Hayek craint qu'il ne lâche plus jamais prise. Après 1945, beaucoup souhaitaient maintenir la politique d'économie planifiée mise en place pendant la Seconde Guerre mondiale. A government inspector checks that the measurements are 90 inches long and 60 wide, and that the weight is 4.5 pounds.
que le gouvernement impose à chaque usine de couverture combien elle doit en produire, Hayek commence à écrire un livre critiquant le contrôle de l'État sur l'économie. Cette œuvre va changer le cours du XXe siècle et déclencher une bataille politique qui a toujours cours aujourd'hui. Ce cahier d'écolier contient une copie manuscrite de l'œuvre de mon beau-père, La route de la servitude. C'est le 3e ou 4e brouillon d'une version dactylographiée plus longue, qui a plus tard été détruite par erreur. C'est la seule version de La route de la servitude qui ait survécu. Dans La route de la servitude, Hayek aborde un argument moral. Le gouvernement tenterait de contrôler l'économie pour réduire son peuple en esclavage. Plus on accorde de pouvoir à l'État, moins on a de liberté, d'abord économique, puis politique. Cette érosion progressive de la liberté politique pousse le peuple à réclamer un homme de poigne, un dictateur, afin de rétablir l'ordre, ce qui mène inexorablement au totalitarisme. L'ouvrage est dédicacé aux socialistes de tous les partis. Ça, il était tellement... La route de la servitude est publiée en Angleterre en 1944, sans tambour ni trompette. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est très différent. En avril 1945, Hayek donne une courte série de conférences dans des universités américaines. Avant son arrivée, un long extrait du livre est publié dans le Reader's Digest, qui compte plus de 8 millions d'abonnés. La mise en garde d'Hayek contre le grand méchant gouvernement trouve un écho auprès de nombreux Américains. La route de la servitude correspond parfaitement à la notion d'individualisme à l'américaine, au sentiment que n'importe qui peut devenir millionnaire s'il s'en donne les moyens, et à l'anxiété héritée des pères fondateurs, qui se demandaient si le gouvernement fédéral empiétait trop sur le pouvoir des États. Après la guerre, avec l'avènement de l'État-providence, le champ d'action du gouvernement grandit dans le monde occidental. Dans son livre, Hayek explique pourquoi la situation a dégénéré. Il propose une vision alternative qui est, selon moi, très pertinente. Pour faire simple, il s'agit de la liberté dans l'état de droit. Ce qu'il a voulu exprimer dans son livre, et qu'il a d'ailleurs fini par dire dans les années 1960, c'est que la mise en place d'un État-providence altérerait la santé de la démocratie. Je pense que c'est l'un des points sur lesquels il s'est lourdement trompé, même si cette partie de sa pensée est encore très populaire auprès de bon nombre de ses disciples libertariens. En fait, Hayek est en faveur de la mise en place d'un filet de sécurité par l'État. Mais ses partisans actuels n'en font que peu de cas. Le socialisme est bien plus développé aujourd'hui qu'à l'époque où il a écrit son livre. Il s'infiltre lentement dans l'économie et nombreux sont ceux qui ne remarquent rien jusqu'au jour où on n'est plus sur la route de la servitude, mais au bout du chemin. Prenez l'Angleterre victorienne. C'était un marché libre, avec très peu d'intervention gouvernementale. Vous croyez vraiment qu'en 1870, le citoyen lambda se sentait libre? Je pense qu'en raison de l'extrême précarité des pauvres, obligés de constamment flatter la classe supérieure pour s'assurer une petite chance de survie, c'était une époque de servilité, de soumission. Donc, à mon avis, il y a plus de liberté et de dignité dans un État-providence modéré que dans le paradis libertarien d'Hayek. Malgré le succès de la route de la servitude dans les années 1950 et 1960, Hayek se retrouve dans la tourmente politique. Les gouvernements du monde occidental accueillent avec enthousiasme les idées du grand rival d'Hayek, John Maynard Keynes. La nouvelle doctrine capitaliste prône l'intervention de l'État dans l'économie. Le cours de l'histoire a joué
Il a sombré dans la dépression. Personne ne l'écoutait ni ne lisait ses livres. Il avait l'impression que l'Angleterre allait passer à gauche. Il avait choisi d'être britannique et en tant qu'économiste, il voyait bien que tout allait de travers. Mais en 1974, Esca reçoit un coup de téléphone. C'est l'homme qui avait invité Hayek à la London School of Economics 40 ans auparavant pour affronter Keynes. J'ai reçu un appel de Lionel Robbins. Il m'a demandé « Vous êtes bien assise ?» J'ai répondu « Oui ». Et il m'a annoncé que Friedrich avait reçu le prix Nobel d'économie. C'est comme s'il avait été fait chevalier. Le prix Nobel, rien que ça. Le 10 décembre 1974, à Stockholm, Friedrich von Hayek reçoit le prix Nobel. Un véritable tournant pour lui. Il était déprimé, il approchait de la retraite, et soudain, c'est comme si sa vie recommençait. Tout lui souriait. Alors que tout semble lui réussir, l'Angleterre s'enfonce dans la récession. Les grèves font désormais partie du quotidien des Britanniques. Le consensus keynésien d'après-guerre s'effondre. Quelques mois après le prix Nobel de Hayek, le Parti conservateur britannique se tourne vers un nouveau dirigeant. La montée au pouvoir de Margaret Thatcher place Hayek sur la scène politique pour la première fois. De temps en temps, Margaret Thatcher fouillait dans son sac et en ressortait un petit morceau de papier avec une citation dessus. Et parfois, il s'agissait d'une citation de Hayek. Considéré comme un outsider politique pendant la majeure partie du XXe siècle, Hayek a désormais le soutien de celle qui va devenir le prochain Premier ministre britannique. On aurait tort de penser que son approche de Hayek était celle d'une étudiante. En réalité, elle essayait de s'inspirer, d'explorer la pensée de grands hommes. Et elle savait qu'en citant Hayek, qui était l'un des plus célèbres d'entre eux, elle ferait forcément mouche. En 1979, Margaret Thatcher arrive au pouvoir, bien décidée à bâtir une nouvelle Angleterre, un changement audacieux qui a véritablement façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous avons opéré un changement de stratégie politique radicale qui a été ajusté depuis, mais sur lequel nous ne sommes jamais vraiment revenus. Elle fait écho au discours que tenait Hayek dans les années 1940, quand il disait que nous étions engagés sur la route de la servitude et que nous devions emprunter un tout autre chemin. Sous le slogan « Rolling back the state », Margaret Thatcher entreprend de réduire le rôle de l'État. Les entreprises publiques sont privatisées, les dépenses et les taxes publiques réduites. Le gouvernement n'a presque plus de contrôle sur le marché, les prix, les salaires, les dividendes et les échanges internationaux. L'Angleterre quitte la route de la servitude. Nous étions vraiment sur la même longueur d'onde que Hayek. Nous n'étions pas là à feuilleter son œuvre pour y dénicher de bonnes idées pour le gouvernement. Nous avions simplement la même vision des choses. C'est dans le conflit opposant les conservateurs aux syndicats britanniques que se dessine le meilleur aperçu du monde actuel. Margaret Thatcher souhaite mettre un terme à l'influence des syndicats qu'elle considère comme envahissante. Mais comment ne pas se mettre à dos la population entière? C'est dans la philosophie d'Hayek qu'elle trouve la réponse. Elle place la liberté au cœur du débat. Il ne s'agit pas de dire que les ouvriers sont épouvantables et qu'il faut les écraser, mais qu'ils sont opprimés par leurs dirigeants syndicaux. En défendant son pays et libérant les travailleurs du joug syndicaliste, elle a vraiment fait écho à Hayek et à la liberté qu'il prône. Hayek et Thatcher s'entendent sur de nombreux points. Mais il existe entre eux une différence cruciale. Si Hayek pense qu'il faut libérer le marché pour éviter que les hommes politiques ne détiennent trop de pouvoir, Thatcher, elle, estime qu'il est possible d'allier politique libérale et centralisation des pouvoirs.
Cette tension entre l'idée d'Hayek et l'instinct de domination présent chez les politiciens, aussi libéraux soient-ils, n'a jamais vraiment disparu. Je pense que Margaret Thatcher a sous-estimé l'importance des institutions et de l'existence d'un contre-pouvoir au sein de la société. Hayek, lui, était bien plus conscient qu'elle du rôle des autorités, des municipalités et des zones commerciales locales. L'influence politique d'Hayek atteint son paroxysme en 1986, quand le gouvernement Thatcher supprime la plupart des régulations qui brident la City. Le Big Bang libère les marchés financiers, donnant ainsi naissance au vaste système mondial interconnecté que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce n'est pas exactement la vision libérale du marché dont rêve Hayek. Les disciples d'Hayek diraient que les dérégulations du système financier nées dans les années 1980 et 1990 ont joué un grand rôle dans la crise. Car le marché n'a jamais été entièrement libre. En promettant implicitement aux institutions financières de voler à leur secours si jamais les choses tournent mal, les gouvernements ont faussé la donne. Dans le capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, il semblerait que les institutions financières qui ont provoqué la récente crise aient tous les droits, sauf celui d'échouer. C'est le problème du too big to fail. Face, les banques gagnent, pile, le contribuable perd. C'est toujours le même pari, encore et encore, sauf qu'à chaque fois, la mise augmente. Et les institutions financières savent pertinemment que si elles perdent, les gouvernements n'auront pas d'autre choix que de voler à leur secours et de les renflouer. C'est ça qui pose problème et qui doit être stoppé. Les banques n'ont pas droit à l'erreur, c'est un fait. Mais est-ce un facteur significatif de l'envolée du crédit? Rien ne le prouve. Il est vrai que notre système est biaisé par le fait que les grosses banques ne peuvent pas se permettre d'échouer. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit ça qui ait causé la crise. À mon avis, elle résulte d'une incapacité générale à appréhender les risques. Au cours des 30 dernières années, les politiciens de tous bords ont laissé le marché étendre son influence à une part de plus en plus importante de la société. Mais ils ont tourné le dos à l'idée la plus révolutionnaire d'Hayek, abandonner l'argent au marché. Imaginez, au lieu d'avoir dans chaque pays une monnaie unique en circulation émise par une banque centrale, des dizaines de devises seraient en concurrence entre elles. N'importe qui, entreprise, banque, particulier, pourrait produire sa propre monnaie, la soumettre à la libre concurrence, et c'est le marché qui déterminerait la valeur de chaque devise. Hayek lui-même admet que cette idée peut paraître délirante, mais elle empêcherait enfin les gouvernements d'abuser du pouvoir de l'argent. Aux États-Unis, un homme a tenté de suivre ce précepte. Il a pris l'idée la plus controversée d'Hayek et l'a mise en application. Bernard von Notaus se considère comme un architecte monétaire, les autorités américaines comme un terroriste. Pour certains, ce qui lui est arrivé montre à quel point les gouvernements prennent leur monopole monétaire au sérieux. L'économie, c'est barbant, mais l'argent, c'est excitant. L'argent, c'est sexy. L'argent, c'est fun. Il permet aux gens de réaliser leurs rêves, de faire tout ce qu'ils veulent. L'argent, c'est fantastique. C'est ça qui m'a plu chez Hayek. Dans son livre, il appelle le peuple à prendre le contrôle et à produire son propre argent. Von Notaus a créé sa propre devise, une pièce d'argent appelée Liberty Dollar, que n'importe qui pouvait acheter. Et beaucoup l'ont fait. Grâce à lui, l'équivalent d'une 50aine de millions de dollars en pièces d'argent circule maintenant dans l'économie américaine. Et pour cela, il s'est grandement inspiré d'Hayek.
Pour lui, le problème, c'est que l'argent a toujours appartenu à l'État. Et le gouvernement abuse de son pouvoir en créant de l'argent à partir de rien. Selon Hayek, la solution, c'est l'abolition de la Banque centrale, la fin de la Réserve fédérale. J'ai trouvé cette idée fantastique. Depuis que Benjamin Strong a été nommé à la tête de la Fed dans les années 1920, les banques centrales exercent leur contrôle sur la masse monétaire pour tenter d'influer sur les hauts et les bas de l'économie. Mais Hayek et ses disciples pensent que les banques centrales sont à l'origine de la plupart des problèmes du capitalisme, et non des solutions. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut fermer la Fed du jour au lendemain. Il faudrait qu'il y ait un audit de la Banque centrale d'un côté, des idées de Hayek sur l'argent et la libre concurrence de l'autre, et voir celui qui l'emporte. Mais le vrai problème, c'est que les banques centrales revendiquent le monopole et nous empêchent de mettre en place une économie de marché privé. C'est une vision utopique qui nous renvoie à l'âge d'or où les monnaies et les hommes étaient libres. Pendant une longue période, le gouvernement américain n'avait pas le monopole monétaire. Il y avait tout un système de banques non réglementées qui émettaient des devises en concurrence les unes avec les autres. Système très enclin aux crises financières. Donc l'histoire a montré que la libre concurrence des monnaies n'est pas la solution. Peut-être. Mais l'histoire a également prouvé que le contrôle du marché par le gouvernement n'était pas non plus une franche réussite. Pour Hayek, la vraie utopie, c'est croire que les banques centrales, et n'importe qui d'autre d'ailleurs, pourront un jour saisir la complexité étourdissante de notre économie moderne. Hayek dit que puisque le gouvernement n'est pas compétent dans ce domaine, il ferait mieux d'abandonner. D'arrêter d'intervenir dans la politique monétaire ou de ne plus avoir de banque centrale si on pousse le raisonnement à l'extrême. C'est du rêve. En tentant de se mesurer à la Fed, von Notaus a attiré l'attention des autorités américaines. En 2007, le FBI intervient. Je pense qu'il commence à nous voir comme une menace plutôt que comme une solution. L'architecte monétaire à l'origine du Liberty Dollar s'est exprimé au sujet du gouvernement américain et de la descente de police survenue à son siège social d'Evansville. Von Notaus est accusé de contrefaçon. C'est ici, en Caroline du Nord, qu'a eu lieu son procès. Quand il est appelé à la barre en 2011, il parle de Friedrich Hayek. C'était tout à fait pertinent dans le cadre de ma défense. Ça montrait que ça n'était pas juste une idée loufoque que j'avais sortie de ma manche, mais celle d'un célèbre lauréat du prix Nobel. Il disait exactement la même chose. Bernard von Notaus a été reconnu coupable et encourt une peine de plus de 20 ans de prison. Je crois que c'est celle-là dont il était le plus fier. L'ordre des compagnons d'honneur, remis par la reine Elisabeth II à Buckingham Palace en 1984. Il était fou de joie quand il le reçut. Vers la fin de sa vie, Friedrich Hayek est acclamé par tous. Sa foi inébranlable en la puissance du libre marché a inspiré les politiciens du monde entier. Celle-là vient de l'Université catholique de Caracas. En matière de politique économique, la plupart des dirigeants occidentaux des années 1980 se sont tournés vers un penseur du libre marché dont les idées étaient moins difficiles à entendre. La théorie de Milton Friedman, selon laquelle les gouvernements doivent exercer leur contrôle sur la masse monétaire pour diriger l'économie, est toujours une référence dans de nombreux pays. En ce sens, Friedman, contrairement à Hayek, a donné aux hommes politiques les armes nécessaires pour soutenir le marché libre et s'accrocher aux rênes du pouvoir. La vie d'Hayek s'étend sur l'ensemble du XXe siècle, une époque marquée par des avancées scientifiques révolutionnaires, mais également par des désastres économiques sans précédent. Entre ces deux dynamiques, Hayek en vient à penser que les grandes crises du capitalisme auraient pu être évitées si les hommes politiques ne confondaient pas science et économie. Au cours du XXe siècle, pour les économistes, le défi fut de taille. Comment dompter cette extraordinaire économie moderne ?
Keynes et Hayek pensaient tous deux que ce serait incroyablement difficile, voire dangereux. Mais Keynes caresse les gouvernements dans le sens du poil, en suggérant qu'ils peuvent influencer le cours de l'histoire de l'humanité à leur guise. Pour Hayek, ce n'est pas la peine d'essayer, car nous réussirons peut-être un jour à lever le voile sur les lois qui régissent l'univers. Mais nous n'arriverons jamais à saisir toute la complexité de la nature humaine. Hayek appelle cela le simulacre de connaissance, prétendre connaître quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Eh bien, c'est exactement ce que font les économistes depuis un peu plus de 70 ans. Et vous avez vu le résultat ? Beaucoup de modèles informatiques nous ont induits en erreur en nous faisant croire que nous comprenions comment l'économie fonctionne. C'est faux. Nous ne pouvons pas prédire l'économie. En revanche, nous pouvons essayer de nous pencher sur les grandes questions. Comment sortir d'une grave crise, par exemple? Je pense qu'en travaillant avec d'autres pays, nous finirons par trouver une solution. Nous avons besoin d'idées provenant de différents horizons. La morale de Hayek, c'est qu'en termes de politique économique, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Il faut mettre son arrogance de côté et envisager que la clé, c'est d'arrêter de vouloir à tout prix contrôler le marché. Hayek a indéniablement changé le cours de l'histoire, s'éloignant résolument de l'État pour se rapprocher du marché. Mais aucun gouvernement n'a jamais osé mettre en place sa vision d'un marché libéré du joug de l'État. Et quand le capitalisme a dû faire face à son plus grand défi depuis les années 1930, les politiciens se sont précipités pour protéger le marché contre lui-même. D'ailleurs, le grand débat actuel n'est pas de savoir si le gouvernement en fait trop pour soutenir l'économie, mais s'il en fait assez. Aujourd'hui, le conseil d'Hayek semble plus difficile à suivre que jamais. L'économie mondiale ne s'est toujours pas remise des effets de la crise financière. Hayek dirait « Les gouvernements doivent prendre du recul, démonter la machinerie qu'ils ont conçue pour guider l'économie, souffler un bon coup et attendre que ça passe. » Mais franchement, connaissez-vous beaucoup de politiciens qui accepteraient un jour de suivre ce conseil ?